Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Nous sommes aux rencontres d'économie d'Aix-en-Provence et je reçois Hind Ben Miloud qui est avocate et présidente du CAIR, qui est le cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise. En fait, c'est un laboratoire d'idées algérien. Mais votre spécialité, c'est d'accueillir des entreprises étrangères en Algérie. En tant qu'avocate. En tant qu'avocate. Bonjour. C'est une activité importante ces dernières années? Oui, de plus en plus. De plus en plus, le conseil est omniprésent dans surtout les constitutions de société, dans l'assistance juridique et bien entendu tout ce qui peut se rapporter au développement d'une entreprise en Algérie. Alors, quelles entreprises étrangères viennent en Algérie en ce moment? Alors, en ce moment, ça commence, on reprend, puisque savez-vous que la règle du 51-49 Voilà. n'existe plus. Voilà, on n'est plus obligé de passer par un intermédiaire algérien absolument majoritaire. Pas, absolument pas. Alors j'en ai quand même, au sein du cabinet, j'en ai quand même 3 dans les technologies de l'information qui sont en cours de constitution. D'accord. Et il y en a d'autres, de plus en plus, qui commencent effectivement à s'intéresser au marché de l'Algérie, qui est quand même vierge dans beaucoup de domaines, et notamment dans le service. Oui. Donc il y a cet intérêt de nouveau sur un marché quand même qui est très important. Des entreprises françaises ou des entreprises mondiales? Alors, oui, françaises, Ouais. puisqu'il y a quand même la proximité. Ouais. C'est des jeunes entreprises, c'est pas forcément des grands groupes. Les grands groupes sont déjà installés Oui. en Algérie. C'est une continuité. Et ces jeunes entreprises, elles viennent derrière les grands groupes, des PME, ou elles décident tout simplement de venir tenter l'aventure en Algérie? Non, elles décident de tenter l'aventure en Algérie parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire dans le domaine des technologies de l'information. Oui. Et en plus, le dispositif qui a été mis en place pour encourager la création de start-up en Algérie est très important. Donc ça encourage les personnes, qu'elles soient algériennes ou étrangères, puisqu'il n'y a pas de distinction, à venir effectivement essayer d'explorer le marché algérien. Bon, il n'y a pas que des Français, il y a peut-être, je sais pas, Non. des Espagnols, des Italiens. Alors, Est-ce que les Allemands sont présents? oui, de plus en plus. Ouais. Il y a même un cluster qui s'est installé allemand en Algérie, justement pour favoriser la création de jeunes start-up, aussi bien algéro-allemandes. Alors on espère qu'il y ait beaucoup plus à l'avenir. Ouais, Italiens, Espagnols aussi, ils sont là? Oui, Ouais. eux ils seront déjà là depuis un Ouais. moment. Les Turcs? Alors là les Turcs, oui, de plus en plus. Ouais. Et les Turcs notamment dans la production. Il y a beaucoup d'usines de production de textiles, de fer qui sont installées en Algérie. Et il y a en amont des petites entreprises qui s'installent dans le service. Donc vous êtes spécialisé sur les technologies de l'information et de la communication. Oui, tout à fait. C'est un marché, vous dites, qui s'ouvre en Algérie? Oui. Enfin, il a toujours été ouvert en réalité. C'est simplement la timidité parce qu'on ne connaît pas réellement le marché algérien, tout simplement. Mais sinon, oui. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans les TIC, les technologies de l'information? Alors, beaucoup de start-up dans le service. Oui. Et sont en train de lancer des applications que vous trouvez ici et qui commencent à développer le marché dans le domaine. Aujourd'hui, le consommateur algérien a totalement changé grâce au Covid, entre guillemets. Ah oui, donc c'est assez récent. Ça l'a été, mais ça ne touchait pas le public moyen, par exemple. Mais acheter, par exemple, sur Internet, c'était pas quelque chose de très courant. Seuls les initiés connaissaient. D'accord. Et le Covid, évidemment. Et le Covid est venu boosté. accentuer cette façon aujourd'hui de consommer, qui est très très nouvelle en Algérie. Et vous le verrez dans les familles normales, commander un produit sur Internet. Et alors, ils le commandent sur les géants du secteur classique ou il y a des acteurs algériens aussi? Il y a des acteurs algériens. Dans le B2C, dans le commerce, etc. Tout à fait. Il y a des acteurs algériens, mais il y a aussi Alibaba ou Amazon. Bon, le fonctionnement, en fait, la réalité, il y a encore une chose qui n'est pas encore réglée, c'est le paiement avec les cartes à l'international. D'accord. Quand vous avez votre carte, quoi que vous avez aujourd'hui là, cette possibilité qui n'existait pas, puisque vous avez un compte en devise ouvert en Algérie et on vous délivre des cartes. Et à ce titre, vous pouvez faire vos commandes à l'international, sur Internet. D'accord. Ce qui n'existait pas il y a quelques années. Aujourd'hui, de plus en plus. Quand on dit que l'Algérie s'ouvre, par exemple, sur
technologies de l'information. Est-ce que ça veut dire qu'elle a d'abord besoin de financement ou d'idées? Les deux. Je pense que c'est les deux, mais bien que, par exemple, dans le cadre de jeunes startups, il y a un fonds qui a été créé par l'État. Il y a un fonds d'investissement. Important? Oui, quand même assez important, où les jeunes startups qui sont labellisées, startups, sont... Ils ont une espèce de... Il y a une French Tech là-bas, l'équivalent, une Giselle Ça Tech. commence, Ouais. c'est Algérie Aventure. Ouais. Donc, effectivement, vous avez ça commence à prendre. Et les jeunes labellisés sont éligibles à beaucoup d'avantages et à ces fonds-là pour les financer sur des prototypes, sur beaucoup de choses. Bon, c'est encore au démarrage, mais ça commence à prendre. Et il y a des fonds européens spécialisés sur les techs qui s'installent en Algérie. Non, je parle des fonds Oui, mais nationaux. est-ce que justement il y a des fonds privés qui viennent soutenir en complémentarité? Alors, je vais vous dire, ça commence et je pense que ça va venir parce que nous avons une start-up qui a levé des fonds. Aujourd'hui, approximativement 150 millions de dollars, ce qui est quand même pas mal. C'est la start-up Tiassir, l'équivalent d'Uber en Algérie, qui s'est implantée et qui a fait des émules même au Maroc, je crois en Afrique, etc. Et on commence à avoir une visibilité, les bailleurs de fonds commencent à avoir une visibilité sur l'Algérie. Même si à l'époque on ne l'avait pas, mais avec cette levée de fonds de start-up, il y a d'autres start-up qui sont en cours, elles commencent à être sollicitées par des étrangers, des fonds d'investissement, etc. Donc, ouverture, des lois qui sont venues améliorer. Est-ce que la sécurité juridique de l'Algérie pour les investissements est sûre et totale? Je crois que nulle part on peut dire qu'une sécurité juridique est sûre et totale. Vous savez, les pays peuvent changer d'avis. Oui, et aujourd'hui, vous savez comme moi que le fonctionnement est en train de, même des grands financiers, change. Ça n'est plus la même façon de faire qu'il y a 10 ans, tout simplement. Sécurité juridique, alors je vais vous dire, de par mon expérience sur le terrain, la sécurité, elle existe lorsque vous respectez les lois de la République. Oui. Lorsque vous faites, parce que souvent j'ai entendu dans mon métier, on dise « Ah, on ne peut pas transférer nos bénéfices ». C'est la grande question que je connais. Et quand vous regardez ça de près, c'est souvent parce que le dossier est totalement incomplet ou ne cadre pas avec ce que la législation prévoit en matière de transfert. Oui. Mais elle autorise quand même les transferts. Bien sûr, bien sûr. Et elle a toujours, depuis 1993, et elle craint l'évasion fiscale. même pas. Le transfert de dividendes et de bénéfices ne peut se faire que dans le cadre de production de biens ou de services. Pour tout ce qui est commerce classique de revente en l'état, elle ne le permet pas. D'accord. Donc l'évasion fiscale, c'est difficile puisque c'est contrôlé, il y a des bilans, vous savez, il faut que les impôts vous donnent un quitus pour que vous puissiez transférer. Ça me paraît difficile. Je pense que l'évasion fiscale se fait autrement. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Vous êtes avocate. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour aller encore vers plus d'ouverture En fait, je pense que chez nous, le gros problème, et d'ailleurs c'est ce que combat notre gouvernement et en l'occurrence notre président, c'est la bureaucratie. Ah oui. C'est ça qui est le véritable problème. C'est pas tant l'ouverture. Donc comment on change? Pas par les lois. Non, c'est la mentalité et c'est beaucoup plus difficile à changer une mentalité. Que, vous savez, quand vous regardez le dispositif réglementaire, nous avons tout ce qu'il faut pour vraiment, vraiment aller vers une ouverture et améliorer l'investissement en Algérie. Malheureusement, nous avons la bureaucratie, l'administration fait que. Et donc on fait quoi face à ça? On continue à les combattre. En tout cas, moi, en tant qu'avocat, c'est ce que je fais. Et vous y arrivez? Est-ce que la prise de conscience à très haut niveau ministériel fait que ça quand même avance? Ah non, à très haut ministériel, il y a. C'est le problème des administrations lorsque vous allez appliquer. Vous savez, d'une administration à une autre, l'interprétation d'un texte juridique ne se fait pas de la même façon. Aujourd'hui, vous dites à une banque, vous dites, écoutez, je suis artisan ou je suis consultant, j'ai le droit d'avoir un compte en devise, je peux recevoir mes prestations de l'étranger ici, la loi le permet.
le décret il y a un règlement de la Banque d'Algérie de 2021 le permet. C'est pas toutes les banques qui ont cette appréciation exacte de ce texte, alors que c'est possible. D'où des accompagnateurs incontournables comme vous, je veux dire. Absolument. Pour s'y retrouver Absolument. Dans cette jungle administrative, c'est incontournable. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous accompagnez aussi des entreprises algériennes à l'étranger? Oui, j'ai accompagné quelques entreprises algériennes à l'étranger et c'était pas aussi facile non plus. Ça n'est pas qu'en Algérie où j'ai vu ça. Ici, c'était pas aussi facile. J'ai eu à le faire en Espagne, idem. Je crois que le seul pays où ça a été plus ou moins facile, ça a été Dubaï. Oui. Même les États-Unis, c'était pas facile dans la mesure où chaque État a une réglementation très spécifique. Je vous remercie, Inben Miloud, pour vos réponses. L'invité de l'économie, eh bien, c'est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et nos podcasts. Au revoir. Ces jeunes hommes musulmans sont accusés de séduire des femmes hindoues dans le seul but de les convertir ensuite à l'islam. There have been cases where Muslim youths have been subjected to physical attacks merely for walking alongside Hindu women or sharing a cup of coffee in a cafe or attending their birthday celebrations. En Inde, cette théorie du complot, propagée par le parti au pouvoir, le BJP, est un des exemples criants de la montée de l'islamophobie. La rédaction des Observateurs de France 24 a enquêté sur la machine de désinformation des organisations de droite qui poussent à ce complot. Djihad de l'amour, le mythe du complot musulman en Inde, un document exceptionnel à découvrir sur France 24 et france24.com.